Bonjour, je suis donc avec François Lenné, habitant des Boisemaux, membre de l'association Contribuables Associés, un des experts en collectivité locale de la SOS, et avec une formation très scientifique, diplômé de l'école normale supérieure et avec une carrière étouffée. Maintenant, vous êtes à la retraite, vous continuez à être un citoyen engagé pour les débats publics, engagé aussi pour que notre pays fonctionne correctement, et notamment en matière d'infrastructure. Et depuis qu'on s'est rencontrés, vous m'avez envoyé un bel article sur la collecte des ordures ménagères qui pose de véritables problèmes dans toutes les communes. Et ici, à Triel et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise est un véritable enjeu de débat pour les fonctionnements de la communauté urbaine, mais aussi pour l'usager que nous sommes. Je vais vous poser quelques questions, Monsieur François Lenné. Merci de votre présence. Quel bilan tirez-vous de vos recherches et notamment expliquez-nous la méthodologie que vous utilisez pour comparer les collectivités locales et notamment dans la fourniture des services et dans ces cas la collecte des ordures ménagères. Oui, merci de me donner la parole sur cette question. Alors la méthode que j'emploie, c'est une méthode générale que j'ai employée autour des déchets, mais également autour des finances des communes, par exemple, etc. C'est une méthode de comparaison des territoires entre eux. Alors ce que j'essaye de faire, c'est de mettre la main sur des données officielles, nettes, carrées, indiscutables, qui mesurent la performance des politiques locales. Sur les déchets, c'est une bataille que j'ai fini par gagner il y a quelques mois, une longue bataille avec l'ADEME. L'ADEME, c'est un organisme d'État qui s'occupe de tout ce qui est les questions environnementales, etc. Les déchets sont dans le périmètre de l'ADEME, et depuis 10 ans, 15 ans, l'ADEME finance des formations aux collectivités locales pour comprendre mieux la performance de leur politique des déchets. Alors les déchets, c'est compliqué, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de types de déchets, il y a les déchets résiduels, le verre, les emballages, les déchets verts des jardins, les déchetteries, et puis c'est compliqué aussi parce qu'il y a beaucoup d'opérations, il y a la collecte, la pré-collecte avec le coût des bacs qu'on distribue aux gens, etc., le traitement, l'élimination. Et donc quand vous voulez connaître le coût d'une opération comme la collecte sur un type de déchet, il faut faire ce qu'on appelle de la comptabilité analytique, d'avoir alloué les coûts à l'opération et aux déchets en question. C'est compliqué et donc l'ADEME a formé les gens à faire ça. De cette formation résulte, pour tous les territoires qui y passent, des méthodes et des données, puisque donc maintenant, chaque année, les collectivités qui ont suivi cette éducation produisent une matrice qui dit, pour tel type de déchets, voilà les coûts induits pour la collecte, la pré-collecte, etc. Ces matrices de coûts, je les ai découvertes il y a 10-15 ans, et j'ai dit à l'époque, c'est de la donnée publique, c'est payé par nos impôts, je voudrais les connaître pour pouvoir comparer les territoires entre eux. Et à l'époque, on m'a dit, non, c'est pas public, c'est réservé aux collectivités, vous ne pouvez pas y avoir accès. Ce qui m'a paru invraisemblable. J'ai attendu assez longtemps et j'ai fini par venir attaquer cet organisme, l'ADEME, auprès de la CADA, qui est un organisme de recours, et finalement l'ADEME a ouvert les portes et m'a donné accès aux données en question. Alors avec ça, ce que je fais, c'est que je prends des territoires comparables entre eux. La chance que j'ai, c'est que l'ADEME a groupé les territoires dans des groupes différents qui sont comparables. Donc j'utilise les groupes de comparaison de l'ADEME, les données de l'ADEME, pour regarder ce qui se passe. Qu'est-ce que je regarde en pratique? C'est le volume de déchets produits par habitant et le coût du traitement par tonne de déchets. Et donc, quand on regarde dans un groupe de communes comparables, de territoires comparables, le volume par habitant, on voit que entre ceux qui en produisent le moins et ceux qui en produisent le plus, il y a en général un facteur presque 3 de performance. Donc il y a des territoires qui produisent beaucoup de déchets par habitant et d'autres très peu. Pour les coûts, c'est pareil. Quand on regarde les coûts à la tonne, il y a des territoires qui produisent avec des coûts à la tonne faibles et d'autres jusqu'à 2 ou 3 fois plus élevés. Quand vous êtes 3 fois plus élevé que les moins coûteux, vous en avez sous la pédale, vous pouvez réduire les coûts, c'est certain. Et donc c'est la technique que j'ai utilisée. Alors quand on regarde GPSO par exemple, ce qu'on constate, c'est que sur les volumes produits, GPSO est dans les bons. À la fois sur les déchets résiduels, donc ceux que vous ne triez pas, en gros ça produit 200 kg par habitant et par an, quand la médiane des comparables est à 250. Donc c'est moins que la médiane, c'est vraiment bien, ça mérite une note dans notre classement de 18 sur 20. Quand vous regardez le
taux de tri, c'est-à-dire quel est le rapport entre les kilos qui sont du verre ou de l'emballage par rapport aux déchets résiduels, c'est 25%, ce qui est bien. Ça veut dire qu'ici, les citoyens produisent finalement assez peu de déchets résiduels et les trient bien. Alors c'est à la fois une victoire et une performance des citoyens, mais également du territoire et de GPSO qui sait inciter, organiser ses collectes pour que ça se passe bien, etc. Donc ça c'est bien. Maintenant, quand vous regardez sur le volet des coûts à la tonne, là c'est moins clair. Parce que quelque part, sur les déchets résiduels, qui sont en général le coût le plus gros, eh bien, vous ne savez pas combien coûte à la tonne le traitement des déchets résiduels à GPSO. Et ça, c'est pas normal. Il devrait y avoir, ces données devraient être rapportées. Quand vous regardez sur le verre, où vous avez les données, c'est moyen, ça mérite 10 sur 20. Donc il y a un effort de transparence à faire sur les coûts des déchets par GPSO pour pouvoir évaluer véritablement la performance en question. Notons néanmoins que GPSO participe au programme de l'ADEME, remplit la matrice, plus ou moins, comme on l'a vu, il y a des manques, ce qui n'est pas le cas de tous les territoires en France. Donc déjà, le simple fait de mesurer cette performance et de le produire, c'est quand même déjà un plus, même si malheureusement, on peut regretter que sur les coûts, ce soit insuffisant. Alors ça ne m'étonne qu'à moitié, parce que quand vous plongez dans l'historique des déchets en France, il y a eu, à l'époque de Nicolas Sarkozy, donc ça remonte à longtemps, le Grenelle des déchets. Peut-être vous vous en souvenez, il y a eu une sorte de méga conférence sur le Grenelle des déchets qui devait regarder comment on pouvait améliorer, en gros, la collecte, le traitement des déchets, les rendre plus écologiques, plus efficaces, etc. À l'époque, on a traité la question du volume. Donc l'impératif qui est ressorti de cette conférence, c'était il faut réduire les volumes. Et sur les coûts, rien. Comme par hasard, la question des coûts dans le Grenelle des déchets n'a pas été examinée, ce qui n'est sans doute pas un hasard et ce qui est pour moi un scandale inacceptable. J'avais une question, merci pour cette clarification. Est-ce qu'il y a une différence dans les coûts des traitements des ordures ménagères s'il s'agit d'une régie ou s'il s'agit d'une délégation de services publics? Alors c'est une bonne question que je n'ai pas regardée à nouveau dans les données récentes. J'avais eu l'occasion de faire cette étude il y a 10 ans et ce que j'avais vu, c'est qu'en fait, dans les moins performants en termes de coûts, comme dans les plus performants en termes de coûts, il y avait un mélange de régie et de délégation de services publics. Et donc mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. En fait, c'est la gestion des contrats ou la gestion des opérations qui fait la différence. À l'époque, je m'étais insurgé contre les coûts des déchets dans mon groupement de communes, la CACP de Cergy-Pontoise, parce qu'il était apparu que, en gros, elle dépensait 10 millions d'euros en tout d'élimination par an, alors que la moyenne comparable en France aurait dû être de 7 millions. Et donc il y avait notamment sur l'élimination dans l'usine Aurore un surcoût qui était très important. Alors qu'est-ce qui se passait vraisemblablement? Aurore avait été construite, financée par la communauté de communes et donnée à Veolia sur une durée très longue, peut-être 20 ans, etc., avec une surcapacité très importante. C'est-à-dire qu'on avait anticipé, ce qui n'était pas idiot, que le volume de déchets allait croître dans la durée, et donc plutôt que de construire une usine faite pour les déchets de maintenant, on l'avait construite pour pouvoir durer 15 ans, 20 ans, et encaisser des déchets de plus en plus importants. Et donc pendant ce temps-là, évidemment, Veolia, qui exploitait l'usine, avait une capacité fournie par la communauté de communes de Cergy-Pontoise, qui remplissait peut-être la moitié de sa capacité, et donc ils avaient demandé le droit de pouvoir vendre la capacité à d'autres, et aller chercher des clients ailleurs. Ce qu'on lui avait autorisé à faire, ce qui est normal. Mais il y avait une clause qui était la clause du client le plus aisé. C'est-à-dire que c'est-à-dire que Veolia ne devait pas avoir le droit de vendre sa capacité vide moins cher que le prix qu'elle fixait à la communauté de Cergy-Pontoise. Sinon, évidemment, vous êtes opérateur, vous vous débrouillez pour couvrir vos coûts fixes avec le client captif, et le reste, vous le vendez à n'importe quel prix, c'est du bénéfice qui tombe. Et donc cette clause était là bien clairement. J'ai demandé à l'époque à vérifier comment on contrôlait cette clause, je n'ai jamais eu de réponse. Et donc ça, pour moi, c'est l'indice d'une gestion légère, à l'époque, maintenant je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, et donc si vous n'êtes pas capable d'effectuer une gestion de votre délégation de service public correcte et approfondie, ça ne marche pas. C'est ce qui se passe aussi dans les marchés de Cergy, les marchés de fruits et légumes aujourd'hui, où il y a clairement eu, en tout cas dans le passé récent, un laisser-aller invraisemblable avec des surfacturations qui étaient faciles à trouver et que la mairie de Cergy n'a pas regardé. C'est aussi le cas de marchés
à Mantes-la-Jolie, mais bon, ça c'est, ça nous est... Mantes-la-Jolie, pareil. En fait, ces scandales sur les marchés des fruits et légumes s'étendent dans tout le Val d'Oise. À Argenteuil, ça sent pas très bon non plus, effectivement. Ça nous écarte de notre dossier. Donc aujourd'hui, les ordures ménagères, même si effectivement, dans le marché, il y a des ordures qu'il faut traiter. Alors, il y avait une autre question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'un certain nombre de nos collègues, de nos contribuables et citoyens ici, ont vu leur note des impôts augmenter d'une manière importante. Et certains, peut-être à juste titre, ont réclamé des clarifications. Ils n'ont pas eu, évidemment, parce qu'ils considèrent que les coûts ces traitements des ordures ménagères a augmenté, et en plus, d'autre part, dans certaines communes, les niveaux de service a décru, a diminué. Comment peut-on expliquer ça, selon vous? Alors, c'est exactement ce qui s'était passé dans mon petit village de Boisemont, il y a maintenant 10-15 ans. On a contraint la CACP. La première compétence, c'était les déchets. Et moi, j'ai constaté à l'époque qu'en un an, le coût avait augmenté de 40% pour nous, et le service avait diminué, puisqu'avant tout était ramassé à la porte, alors que maintenant il fallait qu'on apporte certaines choses dans des points de collecte centraux. J'étais allé voir le maire pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le problème était pour moi assez simple, c'est que les déchets étaient mal gérés globalement au niveau de la communauté de communes. On dépensait 10 millions d'euros par an, là où on aurait pu en dépenser 7 si on était aligné sur la moyenne nationale. Il y avait 3 postes qui étaient particulièrement en écart, mais tout ça était bien sûr bien caché, peut-être même inconnu des services de la CSCP à l'époque, qui opéraient juste par routine ces opérations. Et puis ensuite, on avait homogénéisé un petit peu les taux de collecte, etc. Ce qui fait que certains avaient vu leur facture augmenter. Le service à Boisemont était beaucoup plus efficace avant, et on est tombé là. Alors à l'époque, en plus, quand j'avais vu ça, il m'avait fallu 1 an pour obtenir les données de la CACP, donc ça avait été une bataille invraisemblable. Et quand j'avais trouvé que finalement on dépensait 3 millions de plus par an que ce qu'on aurait pu dépenser vraisemblablement, il y avait 3 endroits qui étaient particulièrement en écart. J'avais écrit aux 12 maires des 12 communes pour leur dire voilà mon constat, je voudrais qu'on fasse un comité de travail avec 2 experts des déchets techniques, un élu, moi pour les citoyens, et puis en 6 mois on finalise mon analyse et on change ce qu'il faut changer. Et à l'époque, c'était quelqu'un de gauche qui était le président de la communauté de communes, et il y avait des maires de droite. Donc je m'étais dit, ils vont prendre le polochon, et puis ça va y aller. Personne ne m'a répondu, jamais. J'en étais sur le cul. Les mecs de droite n'ont même pas saisi cette occasion de faire un peu de bruit. Et en fait, j'en suis ressorti avec une conviction qui malheureusement s'est vérifiée tellement souvent après, c'est que les élus ne travaillent pas vraiment pour les citoyens. Ils travaillent pour les citoyens jusqu'à ce qu'éventuellement le sujet ou la question les dérange, les mette à mal vis-à-vis de leur rémunération, de leur position, de leur réélection future, etc. Et à ce moment-là, on cache la merde au chat. Et là, clairement, les maires étaient conseillers territoriaux à la communauté de communes, ils touchaient un petit quelque chose. Je pense que le gars qui était à la tête de la communauté de communes avait quelque part des habitudes en disant, bon, ceux qui mouftent, on les gicle, et donc personne n'a bougé. Et ça, pour moi, c'est malheureusement quelque chose que j'ai constaté souvent. À chaque fois que je suis allé au front, j'ai vu que les gens, quand on leur demande de faire un effort qui les met un petit peu en difficulté personnelle dans leur situation d'élus, de relations avec le préfet, etc., ils dégagent en touche. Et donc, quelque part, il faut beaucoup d'énergie. Et sur ce que vous évoquez, je pense qu'il faut que les citoyens d'ici se mobilisent et demandent des explications, de la transparence et des débats. C'est ce qui a été commencé à être fait par un collectif citoyen Grand Paris Seine-et-Oise, et notamment avec un citoyen de Conflans, Riyad Othman, qui effectivement demandait davantage des comptes et des contrôles. Mais bon, et justement, rester critique. Bon, une fois qu'on fait la critique qui est classique, citoyenne, pourquoi pas. Donc, pourquoi faut-il toujours être en train sur le qui-vive pour critiquer les actions de nos élus? Pourquoi faut-il faire ça? Alors critiquer, moi je critique ou je ne critique pas, j'essaye d'évaluer. Quand on évalue, surtout avec les méthodes que j'emploie qui sont de regarder la performance dans un groupe comparable, il y a les meilleurs et les moins bons. Les meilleurs, si je note sur 20 sur 20, je leur mettrai 20 sur 20. Donc je suis capable de reconnaître la performance des gens, mais également de dénoncer la sous-performance des autres. Fondamentalement, je pense que tout pouvoir a
besoin d'un contre-pouvoir indépendant, véritablement indépendant. Quand on regarde les contre-pouvoirs, il peut y en avoir des contre-pouvoirs officiels. La Cour des comptes, normalement, c'est un contre-pouvoir face aux dérives financières que le pays connaît. La Cour des comptes régionale, c'est un contre-pouvoir face aux éventuels écarts, etc. Ce qu'on constate souvent, malheureusement, c'est que ces contre-pouvoirs, soit ils sont assez complaisants, soit on leur a limé les ongles. Je prends l'exemple de la CADA que j'exposais avant. La CADA, ça veut dire Commission d'accès aux documents administratifs. C'est un organisme, quand vous demandez à votre maire, par exemple, de vous donner les comptes publics ou des documents publics, si le maire refuse, vous pouvez saisir la CADA pour dire « la mairie a refusé ça, je vous demande de regarder ». La CADA regarde et va dire éventuellement « effectivement, monsieur X a demandé ce document, il est public, la mairie doit lui donner ». Mais ce rendu de la CADA n'a pas force d'action, c'est-à-dire que si la mairie continue à dire « moi ça m'est égal, je ne donne pas », il n'y a pas de pénalité. Il serait tellement simple de dire, quand la CADA donne ça, l'administration à qui on a demandé a 2 semaines pour donner le document, et sinon, c'est 1 000 € d'astreinte par jour. Ce serait très simple à faire. Évidemment, la loi ne prévoit pas ce genre de choses-là. C'est pour ça que les contre-pouvoirs citoyens, qui sont des éléments de vigilance et d'observation, sont importants. Alors moi, j'essaye toujours de baser mon observation sur des données, sur des faits, des choses indiscutables, pas juste des opinions. Donc je pense que c'est un bénéfice, et le bénéfice notamment induit, c'est de permettre localement à des citoyens de connaître des choses qu'on ne leur dit pas directement, et d'engager une discussion factuelle et constructive, j'espère, avec les élus locaux. Troisième question, quelles propositions pourrait-on apporter à ces débats, notamment le traitement des ordures ménagères, que pourrait évoqué aujourd'hui comme amorce à une certaine on va dire, évolution, parce que c'est un dossier qui va rester avec nous. Hein. La société continuera à consommer. Et j'ai une autre question pour après, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de faire? Comme on le voit, il y a déjà beaucoup d'éléments qui sont en place. L'ADEME a construit cette méthode qui est, je pense, vraiment bonne, robuste. Certains territoires y participent. Ces données ne sont pas encore publiques. Ben, il y a 2 choses qu'on pourrait faire. C'est d'abord rendre la contribution et la participation des collectivités au programme de l'ADEME obligatoire. Ça, c'est très simple à faire, il suffit d'un petit décret et c'est terminé. Deuxièmement, rendre ces données publiques et même obliger les collectivités à les publier avec un classement sur leur site et à les mettre dans les rapports sur les déchets qu'ils mettent à disposition des citoyens tous les ans. Troisième chose, sur la façon de faire payer ce traitement des déchets. Aujourd'hui, c'est très souvent la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui finance les politiques en question. Alors cette TEOM, elle est censée couvrir les coûts et pas plus, éventuellement les dépasser de 10 à 15% pour pouvoir prévoir des investissements futurs. Il y a de très nombreuses collectivités en France qui sont apparemment de ce point de vue, et c'est l'ADEME même qui le donne dans ses chiffres, hors la loi. C'est-à-dire qui ont une TEOM qui surcouvre significativement le coût des déchets. Ben, qu'on intervienne, que les gens qui voient ces chiffres-là dénoncent ou attaquent les collectivités en question. Le contrôle, le pouvoir central devrait contrôler et intervenir pour dire « ça n'est pas légal ». Il faut que les gens aient le courage de faire pression. Sinon, si les lois ne sont pas obéies et qu'on laisse les gens faire, on va finir par une situation où tout citoyen dira ben, « moi, Joker, c'est cette loi-là à laquelle j'ai choisi de ne pas obéir, mais le maire ici n'obéit pas à la loi, donc moi, je choisis celle-là, laissez-moi tranquille. » Très intéressant. Bon, donc je vous invite à peut-être considérer l'idée qu'ultérieurement on fera un débat approfondi, un débat public ici à Triel ou dans les environs pour parler avec peut-être le vice-président chargé de ces dossiers qu'on va l'inviter et surtout des publics qui viennent poser des questions et peut-être faire avancer les débats publics. Et avant de vous laisser, je vous remercie, une question qui m'est taraude depuis quelques temps. Cette société de consommation dans laquelle nous vivons, elle est comme elle est, on ne va pas la changer, je l'ai dit, comme ça, mais elle produit davantage de déchets. Notamment, on voit avec les commandes
Internet, Amazon, pour ne pas le nommer, et puis Temu et compagnie, ça crée quand même un véritable questionnement parce que ceux qui sont à l'origine de cette augmentation des déchets à traiter, notamment les cartons, ce sont les multinationaux qui ne sont pas aujourd'hui taxés, proprement dit, pour ce que je pourrais appeler internaliser les coûts de ces déchets, ou la création plutôt de ces déchets. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils ne sont pas du tout sensibilisés à ça, parce que les entreprises doivent contribuer aux éco-organismes. Et donc, il y a des mécanismes financiers qui doivent peser sur ça. Je pense que... vous avez évoqué Citeo, je crois. Par exemple. Ouais. Mais en fait, face à cette augmentation, d'abord face à cette augmentation du volume, il faut reconnaître que la conclusion du Grenelle des déchets, à savoir un objectif, c'est de maîtriser le volume des déchets produits, est effectivement une recommandation qui est bonne. Elle ne doit pas être exclusive, mais elle est bonne. Ensuite, dans le mode de financement de la taxe en question, enfin des pôles politiques en question, le passage de la TEOM à la REOM, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, qui serait un financement individualisé basé sur le volume ou le poids des déchets constatés, serait également une forme d'incitation individuelle du citoyen qui pourrait être plus juste quelque part. Ensuite, alors c'est vrai que ça ne touche pas directement le e-commerce que vous évoquez, mais quand on regarde les ordures résiduelles qui sont dans les poubelles françaises aujourd'hui, ça a été fait je crois à la CACP à côté, vous constatez que 60 à 70% pourraient être éliminés par exemple par compostage. Et donc nous, à la CACP a distribué des composteurs individuels, sans doute c'est le cas aussi ici. Bon, c'est des composteurs en plastique, on peut le regretter, mais sans doute fait en Chine, j'imagine. Mais c'est comme ça. Nous, on s'y est mis, et effectivement, notre volume de déchets produits et éliminés a diminué considérablement. Et donc il y a plusieurs leviers financiers disponibles auprès des entreprises ou des particuliers pour pouvoir réduire le volume et le coût de ces opérations. Merci beaucoup François Lenné. Cet entretien nous a permis d'ouvrir des grands débats concernant la communauté urbaine Grande Paris Seine-Ouest et ses alentours, parce que c'est un territoire qui est vivant, c'est un territoire aussi qui a plein des enjeux et qui sont des incertitudes qu'il faut quand même lever pour pouvoir avancer. Merci beaucoup à nouveau. Merci à vous. Merci beaucoup.